Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Benjamin Haddad, bonjour. Bonjour Alexis Lacroix. Bienvenue en ce vendredi matin, on est très heureux de vous avoir sur Radio J. J'allais dire à nouveau parce que c'est vrai que vous venez souvent, néanmoins il se passe des choses tous les jours dans cette campagne très mouvementée. Vous vous présentez, vous étiez dans la précédente mandature, vous présentez dans la 14e circonscription de Paris sur les listes Renaissance, ensemble. Ça correspond à la 14e circonscription au 16e arrondissement. Absolument. Que vous habitez, je pense. Absolument. Voilà, qui est un bel arrondissement, on va en parler là dans un instant. Très bel arrondissement. On commence, si vous voulez, par le macro, la situation macro-politique. Le président de la République, vous avez échangé avec lui d'ailleurs récemment ? Je n'ai pas échangé avec lui récemment. Bon, voilà, donc il a fait une déclaration qui est ultra commentée cette semaine, on la relate et on la commente, sur ce risque, selon lui, je cite, de guerre civile dans l'hypothèse où l'un des deux partis extrémistes, LFI ou le Rassemblement National, emporterait l'élection législative. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, déjà, c'est pas un terme que j'utilise. Je crois que notre pays a besoin de stabilité, d'unité et d'écoute. Dans mon mandat de député, moi j'ai passé beaucoup de temps à voyager à travers le pays, notamment lors de la campagne des Européennes. Oui. J'ai rencontré des agriculteurs dans les Hautes-Pyrénées, des pêcheurs à Quimper, des maires de villages. Et je ne crois pas qu'il faille donner des leçons de morale. Il faut écouter, il faut se respecter. Et cette campagne, c'est un moment d'humilité pour nous. Et partout en France, on entend les Français nous demander de l'autorité, de la sécurité, de la fermeté face à l'immigration illégale, y compris... Dans le langage des journalistes politiques, on dit le retour des fonctions régaliennes de l'État. Exactement. Les Français veulent, quelles que soient leurs opinions politiques, hein, de l'extrême gauche à l'extrême droite, ils veulent le retour de la protection étatique. Absolument. Voilà. Et quelles que soient leurs opinions politiques, de gauche comme de droite. Et c'est d'ailleurs ce que montre aussi le résultat des Européennes. Et ça, il faut l'entendre et il faut y répondre. Vous pensez que le président de la République ne l'entend pas suffisamment ? Non, mais en tout cas, ce n'est pas le terme que j'aurais utilisé. Je crois surtout qu'il ne faut pas donner de leçons de morale, mais en revanche, il faut dénoncer les projets de la France Insoumise comme du Rassemblement National. On a l'extrême gauche du Front Populaire qui représente le chaos, la division et une menace pour l'unité et l'intégrité de notre pays. Avec son alliance avec les islamistes et les antisémites, je l'ai vu en hémicycle avec des personnalités comme Thomas Porte, comme David Guiraud, avec les déclarations de Jean-Luc Mélenchon qui nous explique que l'antisémitisme est résiduel dans notre pays, avec les drapeaux palestiniens brandis en hémicycle, avec un programme de régression économique, augmentation massive des impôts, blocage des prix, ce qui fera fuir les entreprises, ce qui fera chuter la production, désarmement de la police au moment où on a besoin d'autorité. Ce projet représente une menace pour la stabilité de notre pays. Alors, on reste dessus encore une seconde, oui, Benjamin Haddad. On va évoquer bien sûr l'autre, le projet de Jordan Bardella, même s'il est revenu sur certaines dispositions économiques sous l'influence du patronat, d'une partie du patronat de droite qui le soutient désormais ouvertement. Mais justement, restons sur le programme du nouveau Front Populaire, puisqu'il s'intitule comme cela. La dimension économique, vous venez de l'évoquer. Sur le plan culturel, est-ce qu'on peut le réduire ? C'est une vraie question, on est ce matin ensemble sur Radio J. Est-ce qu'on peut le réduire au wokisme, à l'indigénisme, ou est-ce que c'est plus compliqué quand on voit des parlementaires, certains de vos collègues qui vont se faire réélire sur des listes du Parti Socialiste, par exemple, ils sont tous wokistes, tous indigénistes, tous antisémites ? Alors, déjà, de qui parlons-nous ? Si on parle de la France Insoumise, ils ont fait depuis le 7 octobre de l'antisémitisme leur carburant électoral. Ils ont choisi lors de la campagne européenne de mettre en avant Rima Hassan, une militante anti-israélienne brutale, qui a parlé d'Israël comme d'une monstruosité. Ils ont choisi, avec des personnalités comme Thomas Porte, de menacer des gens de confession juive sur les réseaux sociaux. Donc oui, ils représentent une menace pour nos valeurs et pour l'intégrité de notre pays. Et donc c'est pour ça que je les combats avec la plus grande fermeté. Vous parliez du wokisme. Moi, c'était un mouvement idéologique que j'ai beaucoup vu en vivant aux États-Unis, notamment sur les campus américains. Je ne l'ai pas rappelé parce qu'on était un peu pressés ce matin, mais vous étiez l'un des directeurs des activités européennes d'un think tank important de Washington pendant plusieurs années avant de rejoindre la vie publique, l'engagement public aux côtés d'Emmanuel Macron. Et vous étiez à l'Atlantic Council. Donc vous connaissez très bien le contexte américain, la vague wokisme et son reflux aujourd'hui. Absolument. J'ai passé 7 ans aux États-Unis. Le wokisme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'assignation identitaire. C'est le moment où on dit ce qui compte, ce n'est pas ce que vous dites. Votre argument, c'est qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Quelle est votre couleur de peau ? Quel est votre genre ? Quelle est votre origine ethnique ou religieuse. On enferme les gens dans des carcans. Toute la gauche française n'est pas wokiste quand même. Mais c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu malheureusement importé à Sciences Po. Moi, j'ai été
le premier député à me rendre pour aller soutenir les étudiants de l'Union des étudiants juifs de France qui avaient été pris à partie à Sciences Po lors des manifestations et des blocages pro-palestiniens, pour dire que nous avons une culture en France de l'universalisme, de la laïcité, du débat, et donc pour le défendre. Maintenant, vous parlez des autres. Mais moi, je regrette profondément, précisément, que les socialistes qu'on fait campagne avec Raphaël Glucksmann aux Européennes, qui a fait une belle campagne, digne, pro-européenne. Je me reconnais totalement dans son engagement pour l'Ukraine, pour la Géorgie. On est partis en Ukraine ensemble. Mais pourquoi sont-ils allés s'associer et salir ce résultat et la promesse d'une gauche social-démocrate pro-européenne? Ils sont allés la salir avec cet attelage extrémiste avec Jean-Luc Mélenchon. Et là, je crois que ça disqualifie ceux qui, socialistes ou écologistes, ont fait le choix de se ranger derrière le programme extrémiste de la France Insoumise. Alors, on parle de votre campagne dans la 14e circonscription de Paris. C'est très intéressant, Benjamin Haddad. On vient, bien sûr, à la configuration politique précise dans cette circonscription. On va parler du RN. Un mot quand même encore de la gauche. Vous vous dites pas qu'au fond, c'est les sociodémocrates qui, in fine, vont imposer leur tempo sur la durée à ce nouveau Front populaire d'ici 2027 ? Non, Alexis Lacroix, je crois que ce sera exactement l'inverse. Dans les dialectiques révolutionnaires de ce type, c'est les extrémistes qui donnent le tempo. Et c'est le cas avec la France Insoumise au sein de la NUPES depuis 2 ans. Je pense que les socialistes, si vous me permettez cette comparaison historique, vont être les mencheviks des bolcheviks et vont être les girondins des jacobins. C'est très je crois qu'en effet, c'est la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui dictent un agenda violent, chaotique et anti-institutionnel à ce regroupement. Benjamin Haddad, vous êtes candidat dans la 14e circonscription de Paris, bien connu bien sûr de nos auditrices, de nos auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, vous avez parlé des mencheviks. Est-ce que Éric Ciotti ou Marion Maréchal sont les mencheviks du bardélisme montant et de sa puissance absolument gigantesque aujourd'hui dans les milieux de la bourgeoisie de droite française ? Moi, je suis un homme de droite. D'une droite libérale, républicaine, pro-européenne, qui considère qu'il faut mettre le paquet sur le régalien et l'autorité de l'État, à l'école comme dans la rue, qu'il faut équilibrer nos comptes publics et que la France doit avoir une voix forte sur la scène européenne et internationale. J'ai fait les campagnes de Nicolas Sarkozy avec beaucoup d'enthousiasme à l'UMP et comme d'autres personnalités, je me suis reconnu dans... Vous êtes plutôt la frange libérale atlantiste, s'il faut vous définir. Et régalienne. Voilà. Et j'ai toujours combattu les extrêmes. Le Rassemblement national n'est pas la réponse à la peur suscitée par le Front populaire. Il a un programme de régression économique qui, au fond, est très similaire à celui de la France Insoumise. Alors certes, aujourd'hui, il met de l'eau dans son vin parce qu'on voit un petit refus d'obstacles et donc ils sont en train de se dérober, de revenir sur tous les sujets. Mais moi, je les ai vus en hémicycle. Sur les questions économiques, sur la réforme des retraites, ils avaient la même position que la NUPES, c'était retraite à 60 ans et opposition totale. Attendez, sur le rapport au travail. Vous êtes un homme politique, vous êtes aussi un observateur engagé de la vie publique, spécialiste de géopolitique. Dans votre arrondissement, le 16e, 14e circonscription, vous observez. Il y a des gens de droite, des LR fluctuants, qui se disent, mais bon, Jordan Bardella, pourquoi pas ? Moi, je dis à tous les électeurs, faites le choix de la stabilité, de l'ordre et de l'autorité. Je travaille depuis 2 ans très présent sur le terrain. Je suis l'un des députés les plus actifs aussi à l'Assemblée nationale. J'ai été l'un des rapporteurs de la loi immigration et je considère qu'on peut aller plus loin sur ce sujet. Je soutiens et j'ai soutenu des réformes en profondeur, parfois impopulaires. Il fallait aller défendre la réforme des retraites quand tous les LR se sont évaporés, quand on a voulu faire un accord avec eux pour cette réforme des retraites qui est si importante pour équilibrer nos comptes publics et sauver la pérennité de notre système de retraite par répartition. Je suis pro-européen et donc je dis, si on veut refuser pour notre pays le chaos et pour refuser cette alternative mortifère entre d'un côté la France Insoumise et le Front populaire et de l'autre côté le Rassemblement national, il y a un bloc central, républicain, auquel j'appartiens et je me bats pour mes électeurs. Vous l'avez dit, moi j'aime le 16e arrondissement, j'y vis depuis toujours. Je vis aujourd'hui dans la Cisunée. Vous êtes un enfant du 16e. Mes parents y vivent, ma sœur y vit. Je vis évidemment dans cette circonscription et je veux continuer à me battre pour représenter les électeurs à l'Assemblée nationale. Alors, on fait un focus justement sur votre circonscription. C'est une circonscription dans laquelle il y a aussi, on peut le dire, beaucoup d'auditrices et d'auditeurs de Radio J. Ils vont vous entendre directement. Vous avez donc un LR ciotiste, les LR, on va dire, génétiquement modifiés, Louis Piquet. Vous avez un LR canal historique, Patrick Drey, et vous avez un candidat de reconquête présenté par Éric Zemmour, Thomas Cullerier. Donc, effectivement, l'espace, on va dire, des droites est déjà très représenté. Je vous pose la question très simplement. Quelle est la spécificité que vous pouvez apporter dans cet écosystème politique déjà, on va dire, largement conservateur ?
Moi, tout simplement, je demande aux électeurs de regarder mon bilan, mes engagements, mes combats et ma sincérité. Ce que je porte depuis 2 ans. Alors, vous étiez effectivement un député très actif de la précédente mandature. J'ai été l'un des députés les plus actifs. Il suffit d'ailleurs sur le site de l'Assemblée nationale où nos députés pour le voir. Je me suis battu pour la défense des démocraties, la sécurité d'Israël. J'ai été l'un des premiers députés. J'ai fait partie de la première délégation. Alors on le rappelle d'ailleurs cette semaine dans l'hebdomadaire Actualité Juive, on le rappelle, vous êtes l'un de ceux qui, revenant d'une visite en Israël une semaine après les attaques du 7 octobre, a dit que Israël était une ligne de défense de la civilisation occidentale face au terrorisme et au djihadisme. Ça contraste avec d'autres paroles plus fluctuantes dans votre camp. Ça a toujours été ma position, elle n'a jamais fléchi. J'ai fait partie de la première délégation parlementaire au monde à me rendre en Israël après le 7 octobre pour exprimer ma solidarité avec cette petite démocratie qui est une ligne de front face au terrorisme islamiste. Après la barbarie absolue du Hamas du 7 octobre, on a visité le kibbutz de Kfar Aza et vu l'horreur de ces kibbutz qui ont été meurtris. J'ai rencontré les familles d'otages que j'ai vues après à de nombreuses reprises à l'Assemblée nationale. Ça a été un des moments les plus durs, les plus éprouvants émotionnellement de mon mandat, mais c'est aussi ma responsabilité d'être un témoin et puis de représenter la France. Notre pays a été meurtri aussi le 7 octobre. On a eu plus d'une 40aine de victimes. On a toujours 2 otages français. Je suis tous les vendredis avec le collectif des Maires de l'Espoir au Trocadéro pour rappeler que nous serons là jusqu'à la libération des otages, et en particulier les 2 otages français. Et je n'ai jamais fléchi dans cet engagement pour la sécurité d'Israël. Alors, vous avez mentionné effectivement tous les engagements de votre mandature. C'est vrai que vous avez été pendant 2 ans un député hyper actif de la majorité présidentielle. Mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui concrètement, je veux dire, en termes de force de propulsion politique de la majorité présidentielle, ce bloc central que beaucoup appellent de leur vœu, ils veulent le réinventer. Peut-il se réinventer dans un laps de temps si court, celui qui est imparti par les conditions de la dissolution? Est-ce que c'est possible, sachant que en gros, vous pivotez autour de 19,5% des intentions de vote au premier tour? Alors, tout d'abord, je voudrais dire, on est à quelques jours du premier tour, qu'une élection n'est jamais jouée. Évidemment. Et vous l'avez dit, j'ai vécu aux États-Unis. J'étais aux États-Unis le jour de l'élection de Donald Trump. Le matin, le New York Times nous expliquait qu'Hillary Clinton avait 95% de chances de l'emporter. Vous nous l'aviez d'ailleurs raconté à l'époque sur Radio Bien sûr, on en avait parlé. Et le soir, les experts et les commentateurs mangeaient leur chapeau. Donc, on se bat, on est présent sur le terrain et on a des candidats dans toutes les circonscriptions. Après, on doit trouver un équilibre entre entendre avec humilité ce que nous disent les électeurs, et je vous parle beaucoup notamment des questions régaliennes. On pourrait parler par exemple de la réforme de la justice qui est encore beaucoup trop laxiste. Moi, je suis favorable au retour des peines planchées, je suis favorable à revenir sur l'excuse de minorité, parce que fondamentalement, un mineur aujourd'hui, avec les écrans, avec la violence, avec les réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose qu'un mineur dans les années 50. Il faut être lucide. Et même pas que quand on était, nous, des mineurs ou des adolescents. Bien sûr, absolument. Le monde a changé. Mais aussi, je vous le dis, parce que je crois qu'il faut entendre, il faut être capable de se remettre en question et peut-être assumer qu'on n'est pas allé assez loin sur certains sujets, mais sans avoir à renier notre bilan. Le bilan économique du président de la République est bon. Moi, j'ai grandi dans une France où on nous expliquait qu'on était condamné au chômage de masse, que c'était fini, 10%. Nos voisins, ils faisaient 5%, ils avaient plus de croissance, mais nous, on y était condamnés. Ben non, on a réussi en réformant le marché du travail, en réduisant les impôts, à refaire venir des investissements étrangers, à réouvrir des usines. On a aujourd'hui le chômage le plus faible en 40 ans, le chômage des jeunes le plus faible aussi en 30 ans, parce qu'on a aussi mis le paquet sur l'apprentissage. Ça, j'ai envie qu'on continue. Et j'ai envie qu'on continue de faire confiance à nos chefs d'entreprise. J'ai envie qu'on continue de réduire les impôts et de rééquilibrer nos comptes publics, parce que ça, c'est aussi une urgence. Sur la question du régalien, quand Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, a eu le courage d'interdire l'abaya, il faut l'applaudir. C'était un geste d'autorité fort qui était attendu par les Français. Quand on a fait la loi séparatisme en 2022 avec le président de la République et Gérald Darmanin, on a enfin pu faire la transparence sur les financements étrangers du culte musulman. On s'est donné les moyens de pouvoir fermer des lieux de culte, dissoudre des associations, expulser des imams radicaux. Ce sont des outils dont ni la gauche ni la droite avant n'avaient voulu. Donc, il faut qu'on soit capable d'aller plus loin pour protéger les Français, mais nous avons aussi un bilan. Et après, je voudrais rajouter un mot. Vous m'autorisez une question à ce stade ? Alors, au-delà des sujets de fond, juste, il faudra revenir sur la méthode, mais là, on n'aura pas le choix. Et c'est clair qu'il faudra être capable d'élargir.
on était en majorité relative et nous devons être capables de travailler avec d'autres forces politiques. Je plaide depuis 2 ans pour qu'on travaille avec les Républicains. Alors justement, parce que Benjamin Haddad, vous êtes proche des Républicains. Je ne sais pas quelles sont vos relations avec le candidat des Républicains, Patrick Draye, dans cette circonscription, mais vous avez toujours été proche. Disons qu'il y a quand même aussi des convergences, notamment sur le plan économique, mais peut-être aussi le rapport à la demande de régalien. Vous le voyez comment, ce bloc central au Parlement, dans les 2 années qui viennent Vous allez de toute façon très probablement être élu. Ça va se configurer comment, selon vous? Avec qui allez-vous tendre la main? Avec qui allez-vous essayer de construire une majorité d'idées, en tout cas? Bon, ma priorité, c'est de tendre la main déjà aux Républicains. Et c'est ce que je fais depuis 2 ans sur beaucoup de sujets. Vous savez, je vous ai parlé de ce voyage en Israël. Il y avait pourquoi des collègues, il présente quelqu'un? Pourquoi il présente quelqu'un alors? Mais le problème, c'est que le parti, on l'a vu d'ailleurs avec les divisions et le spectacle qui a été donné par l'alliance d'Éric Ciotti avec le Rassemblement national, c'est que c'est un parti aujourd'hui qui est extraordinairement divisé. Ouais. Mais moi j'ai vécu de l'intérieur la réforme des retraites. Pendant la réforme des retraites, les LR avaient mis 65 ans sur leur programme. Et donc j'étais dans le bureau de ma présidence de groupe et on avait, je me rappelle, un tableau avec les députés LR qui étaient pour, les députés LR qui étaient contre, et puis un point d'interrogation sur ceux qu'il fallait encore convaincre. Puis un jour ils étaient 35, puis le lendemain 32, puis le lendemain 28. Il y a eu un problème d'engagement. Et donc vous avez des divisions majeures. Donc je crois qu'on aurait peut-être pu aller plus loin pour leur tendre la main et travailler avec eux, comme les Allemands savent le faire quand ils font une grande coalition. Ils se mettent autour de la table, ils rédigent un contrat de gouvernement. Ça peut mettre des mois à négocier, mais on est capable d'avancer ensemble. Nous avons malheureusement en France une culture politique du conflit plus violente, plus dure. Mais là, on avait aussi du mal à trouver des interlocuteurs. Et toujours aujourd'hui. Quand vous voulez parler aux Républicains, je parle des Républicains, mais on pourrait parler des socialistes de M. Glucksmann aussi. Quand vous voulez parler aux Républicains, à qui vous parlez? Comme dirait Kissinger, c'est quoi le numéro de téléphone? Et ça, c'est ce qu'on a vécu aussi ces 2 dernières années. Mais moi, je ne désespère pas. Je vous ai dit mes convictions, mes valeurs, je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai envie de défendre dans la prochaine Assemblée, qui sera la continuité de mes combats, de mes engagements, de ma colonne vertébrale de l'Assemblée précédente, et je souhaite qu'on construise avec eux. Alors on entend votre vigueur, Benjamin Haddad, ce matin, c'est absolument évident sur Radio J. Vous êtes candidat Renaissance Ensemble dans la 14e circonscription de Paris. Justement, ça va être quoi vos combats quand vous aurez réintégré, on vous le souhaite, l'hémicycle de l'Assemblée nationale, Benjamin Haddad? Tout d'abord, vous savez, moi je suis profondément patriote et républicain. Ma famille est arrivée de Tunisie en 1961. Ils se sont intégrés. Une famille juive tunisienne. Une famille juive tunisienne qui a fui l'antisémitisme au moment des événements de Bizerte, qui s'est intégrée, comme beaucoup d'autres familles, par la langue, par le travail, profondément républicaine. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à la France et c'est grâce à ma famille. Donc je sais d'où je viens, je veux continuer à défendre mon pays et je refuse que mon pays soit pris en otage par cette alternative entre l'extrême gauche et le Rassemblement national. Je continuerai à me battre pour ces valeurs, pour l'autorité de l'État, pour la lutte contre l'antisémitisme, pour réformer en profondeur notre économie, pour que notre pays pèse sur la scène européenne et internationale. C'est tous les combats qui ont été les miens, la défense d'Israël, l'engagement sur les questions régaliennes, notamment sur les questions d'immigration, que je continuerai à porter, bien sûr, demain à l'Assemblée nationale. Alors, Benjamin Haddad, Et si vous me le permettez, d'ailleurs, parce qu'on parle de questions nationales, et bien sûr, un engagement pour Paris, parce qu'il y a une élection en 2024, il y aura aussi une élection en 2026, où je souhaite qu'on ait enfin une transition pour battre la majorité municipale désastreuse d'Anne Hidalgo. Et parmi les sujets sur lesquels j'avais beaucoup travaillé, notamment avec mon collègue David Amiel et Sylvain Maillard, 2 collègues parisiens, c'est la réforme du mode de scrutin de la mairie de Paris pour que les Parisiens puissent élire leur maire comme dans toutes les autres communes de France, c'est-à-dire directement sans passer par des arrondissements et les conseils de Paris. Alors Benjamin Haddad, on fait le tour d'horizon de votre campagne qui va se terminer évidemment dimanche. On verra les résultats du premier tour. Vous êtes dans la 14e circonscription de Paris. On vient de parler de Paris, on vient de parler du bloc central, on vient de parler de la droite aussi. Il faut qu'on dise un mot des perspectives qui seraient les vôtres sur le plan politique dans l'hypothèse qui n'est pas forcément souhaitable, mais que certains souhaitent évidemment, où le Rassemblement national aurait la majorité absolue. Ça, quel sera le travail de Benjamin Haddad dans cette hypothèse, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Quelles seront vos priorités pour la France dans cette configuration qui apparaît, au vu de certains sondages, relativement vraisemblable? Alors, si vous le permettez, laissez-moi rappeler, même si je ne vais pas me dérober à votre question, mais laissez-moi rappeler qu'il y a un premier tour,
il y aura un second tour et on comptera bien sûr. Mais vous savez bien que le raisonnement politologique, c'est un raisonnement d'anticipation. Vous avez raison. Deuxièmement, mes combats, mes convictions, mes engagements seront les mêmes, quelles que soient les configurations. Mais vous n'allez pas créer des inflexions en fonction de la situation politique précise qui se dégagera le 7 juillet. Ma ligne à moi, je souhaite que l'on ait le bloc central le plus large possible et que l'on continue de gouverner la France avec le Premier ministre Gabriel Attal. Vous savez, cette élection législative, au fond, vous choisissez deux personnes. Vous choisissez votre député, d'abord, donc ses combats, son ancrage, son histoire, votre lien avec lui, et deuxièmement, vous choisissez la majorité, donc le Premier ministre. Moi, je souhaite que Gabriel Attal, qui m'a fait l'honneur de venir me soutenir la semaine dernière à Passy et avenue Mozart, où on allait rencontrer les habitants du 16e arrondissement, je souhaite qu'il reste Premier ministre. Ça serait le choix du président, vous pensez? Ou il y a d'autres? Gérald Darmanin, par exemple? Ce sera le choix poussé clairement par la majorité. Et si on est dans un autre cas de figure, demain ou à l'avenir, moi j'ai toujours cru à l'idée d'une opposition constructive. Moi, je ne suis pas un homme politique de carrière. J'ai eu une carrière professionnelle avant qui me donne de la liberté. Vous avez une identité d'universitaire qui est indépendante de la politique. Et une carrière ailleurs. Et donc, j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas faire de la politique politicienne et tactique et s'opposer aux bonnes idées, d'où qu'elles viennent. Et donc, si un jour je me retrouve à être député d'opposition, je voterai les textes qui me paraissent aller dans le bon sens pour l'intérêt du pays et pour les convictions pour lesquelles je me suis toujours battu. Alors, Benjamin Haddad, on vous remercie beaucoup d'avoir fait un tour par Radio J. Alors, vous le savez, on est aussi dans un contexte, on ne peut pas ne pas l'évoquer pour terminer cette émission, de commotion de beaucoup de Français juifs à la suite de ce qui est arrivé à cette petite fille, petite collégienne de Courbevoie. C'est le signe de quoi? Une telle tragédie, d'une telle violence, d'une telle abomination? C'est une horreur absolue. J'étais il y a quelques jours à l'hôtel de ville pour me recueillir, pour exprimer ma solidarité. C'était un moment très dur, très émouvant. Il n'y a pas de mots. Moi, j'espère que cette petite pourra se reconstruire après l'horreur absolue qui lui est arrivée. Quand certains disent, mais voilà, c'est la conséquence très manifeste et évidemment tragique, épouvantable, d'une islamisation latente de notre société. Est-ce que vous reprenez à votre compte cette analyse? Mais moi, je vais vous dire très simplement, quand vous avez des forces politiques dans notre pays qui nous ont expliqué que les viols des Israéliennes le 7 octobre étaient le fait d'un mouvement de résistance. Vous songez à la France insoumise. Mais bien sûr, la France insoumise. Mais comment peut-on se regarder dans une glace? Ils ont évidemment une responsabilité dans l'explosion des actes antisémites que l'on voit dans notre pays, malheureusement, et ailleurs, depuis le 7 octobre. Moi, je me bats pour une idée très simple. Les Juifs de France sont français, doivent rester en France et doivent être protégés. C'est notre pays, c'est la France, c'est la nature même de notre pays qui est menacée si les Juifs de France ne se sentent pas en sécurité. Donc c'est au cœur de mon combat. C'est pas un combat pour un groupe, c'est un combat pour l'identité de la France et de la République. Alors on me fait signe, on est en direct ce matin avec vous, Benjamin Haddad, sur Radio J. Il vous reste 25 secondes. Un dernier message à nos auditrices, nos auditeurs de Radio J. Moi, je veux dire simplement, notamment aux auditeurs du 16e arrondissement qui nous écoutent. Il y en a beaucoup. Oui. Ils connaissent mes combats, ils connaissent mes valeurs, mon histoire, mes engagements, et que je continuerai de me battre. On a besoin de stabilité. On va rentrer peut-être dans une période qui sera difficile pour notre pays, avec peut-être des risques de violence, de tension, de division. Et moi, je veux incarner cette stabilité, l'ordre et l'autorité dont nous avons besoin dans les prochaines années. Merci beaucoup d'avoir fait un tour par Radio J. Merci. Bonne fin de campagne, cher Benjamin Haddad. Shabbat Shalom. Merci.